ce qu'on appelle les données épidémiologiques. C'est une branche de la médecine un peu particulière, mais qui est très importante. C'est on fait une photographie de la population à un moment donné où on se pose la question particulière de quel type de maladie, à quel âge, quelle population. Et si on regarde l'espérance de vie, voici ici l'espérance de vie dans le monde, aujourd'hui à la naissance. Le pays qui a la plus grande espérance de vie, c'est hommes et femmes confondus. Les femmes ont toujours un peu plus d'espérance de vie que les hommes. Japon. Ici. 82 ans. D'accord? Le reste, plus c'est vert foncé, plus l'espérance de vie est élevée. Plus c'est rouge, et rouge foncé, moins l'espérance de vie est importante. Vous voyez qu'il y a une hétérogénéité excessivement importante sur l'espérance de vie. Donc on va difficilement parler de vieillissement et cancer ici, on va plus facilement parler de vieillissement et cancer dans la vie industrialisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on regarde l'espérance de vie en France, entre les hommes et les femmes, en fonction des régions, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Là aussi, peut-être qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs environnementaux. Si vous regardez, ce qui vous intéresse, c'est probablement plus par là. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais, ça veut dire quoi? Si c'est beaucoup plus rouge en Île-de-France, c'est aussi parce qu'il faut pondérer par rapport à la natalité, il faut pondérer par rapport aux populations, par rapport au bassin de population. Et vous savez qu'il y a des populations qui sont un peu plus âgées, il y a peut-être un peu moins de natalité sur la côte d'Azur, dans ce coin-là, qu'en région Île-de-France ou dans d'autres. Et puis il y a une différence parfois entre les hommes et les femmes en fonction des régions. Mais globalement, on est à peu près sur les mêmes répartitions. Ce qui est certain, c'est que c'est loin de chez vous, mais le Nord a toujours eu une espérance de vie beaucoup plus faible, les populations du Nord de la France, que les populations du Sud de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez ce qui s'est passé, là on est en 1950, d'accord? Je suis désolé, c'est un peu bas. Et ici on est en 2010, donc en 60 ans. On est passé de à peine un peu plus de 60 ans d'espérance de vie, ici c'est pour les hommes, à en gros presque 77 ou 78 ans, et chez les femmes de 67-68 ans à pas loin de 85 ans. Donc on a rajouté quasiment 20 ans en 60 ans, ce qui est énorme. Une des principales causes, c'est qu'avant de vieillir, il faut vivre. Ça a été ça, la diminution de la mortalité infantile. Si on vit plus longtemps maintenant, et si on se pose légitimement les questions du vieillissement, c'est parce qu'on a fait un parcours de vie qu'avant on ne faisait pas. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est légitime de se poser la question de comment vieillir sans tout simplement. Alors, c'est un tableau un peu plus compliqué, mais vous voyez qu'on est capable aujourd'hui de générer, à partir des données de registres nationaux, mais c'est pareil globalement dans le monde, en fonction de votre année, l'espérance de vie et de votre âge, en gros, combien, entre guillemets, il vous reste. Et vous voyez que en 2013, donc on va se classer, on va dire qu'on est en 2013, si vous avez 60 ans et que vous êtes un monsieur, il vous reste en gros encore 20 ans devant vous. Ce qui est pas mal. Ça peut être mieux, mais c'est pas mal. Pour une dame, il reste 27 ans, 50 plus. Donc il va falloir réfléchir à ce que vous allez faire quand monsieur ne sera plus là. Deuxième chose, cause de mortalité et cancer sur les données épidémiologiques. Est-ce qu'on a des choses de ce point de vue-là? Ça, c'est sorti de... Les anglo-saxons aiment bien faire ce genre de représentation. C'est les principales causes de mortalité dans le monde au XXe siècle, au siècle dernier. De quoi la population mondiale est décédée le dernier siècle. Le cancer est là, donc ce n'est pas la première cause. D'accord? La première cause, elle est là. C'est ce qu'ils appellent les non-communicable diseases, c'est-à-dire en gros le diabète, les maladies chroniques. D'accord? Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de maladies infectieuses, de désordres cardiovasculaires, et puis plus que le cancer, ce qu'ils appellent les humanities. C'est une manière élégante d'appeler les guerres, les problèmes sociaux et ce genre de choses. Donc tant qu'on ne sera pas organisé, ça marchera de toute façon moins bien, même si on fait plein de choses pour lutter contre le cancer. Donc l'organisation du système de vie et du système sanitaire est de loin beaucoup plus important au départ,
Parce que pour se poser la question du cancer quand on est vieux, il faut déjà arriver à un certain âge. Donc il faut passer un certain nombre d'obstacles organisationnels, de vie commune et autres. Donc ça, c'était le siècle dernier. Mais je voudrais juste mettre en parallèle quelque chose qui est assez intéressant. Vous allez voir où je vais en venir. Bien sûr, c'est important de se poser la question du cancer. Mais vous voyez ici, sur toutes ces données-là, elles sont en accès libre, je vais vous donner les diapositives, il n'y a pas de problème. Elles sont sur les sites de l'OMS, des organisations mondiales de lutte contre le cancer et autres. Ça, c'est un certain nombre de villes dans le monde, d'accord? Et ici, il y a le pourcentage de mois d'espérance de vie que vous perdez en fonction du taux de pollution atmosphérique de la ville. Le record, c'est Bucarest, si je ne dis pas de bêtises, c'est 22 mois. Le fait de vivre à Bucarest et de respirer l'air de Bucarest, vous perdez 2 ans. Juste ce paramètre-là. Donc vous voyez que ça peut être, bien sûr, le cancer, mais ça peut être plein de maladies autres, des insuffisances respiratoires et un certain nombre de problèmes. Donc avant d'arriver au vieillissement, il faut faire attention à son environnement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui tue le plus dans le monde aujourd'hui? La première cause de mortalité, M. Bill Gates ne s'est pas trompé, c'est le paludisme. Je vous rappelle que la lutte contre le paludisme est supportée plus par Bill Gates que par l'Organisation mondiale de la santé. À lui tout seul, il donne autant d'argent. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique. C'est de ça dont on parle le plus. Les causes infectieuses. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le type de cancer qu'il y a en fonction des différents pays dans le monde, eh bien vous voyez que dans les pays, si vous vous rappelez tout à l'heure, c'était cette zone-là. Amérique du Nord, Europe occidentale essentiellement, et Australie. Et ici, vous avez le type de cancer. Alors c'est un peu difficile à lire pour vous, je suis désolé. Mais retenez que les principaux cancers que l'on retrouve dans ces pays où la population a une espérance de vie importante, c'est le cancer du sein chez la femme, c'est le cancer de la prostate chez l'homme, c'est le cancer colorectal, c'est le cancer du poumon. C'est essentiellement ces 4 cancers. Et donc, si on se pose la question, est-ce qu'on peut développer dans une population qui va vieillir et qui va augmenter ce risque de cancer en général, il faut déjà se focaliser sur ce type de cancer. Est-ce qu'il y a des moyens de les prévenir éventuellement? Le paradoxe, c'est que vous voyez que dans les pays où l'incidence est la plus élevée, ce n'est pas les pays où la mortalité est la plus élevée. Donc là aussi, il y a une inégalité. Ici, l'incidence est plus faible que dans les pays européens, et les pays européens, en termes de mortalité, sont au 9e rang, alors que la Russie, les pays de l'Est sont au 1er rang. Et vous voyez qu'ici, l'incidence des cancers est très faible, ils sont au 18e rang, parce que tout simplement, il y a très très peu de cancers. Il y a très peu de mortalité liée au cancer, donc de toute façon, à 40 ans, il n'y a plus personne. Enfin, je schématise un peu, mais l'espérance de vie est à 40 ans. Donc quand vous lisez les statistiques mondiales, il faut faire très très attention. Alors on va passer sur l'épidémiologie, et on va arriver juste à un dernier point. Si on regarde aujourd'hui, sur les données de l'OMS, les causes principales de décès dans le monde, et les causes de morbidité, c'est-à-dire la personne n'est pas décédée, mais sa vie a perdu énormément en qualité. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a ce qui me reste et la manière dont je vis ce qui me reste. Dans ce qui me reste, et pourquoi je suis parti, le cancer c'est 13%. Dans le monde, c'est les données mondiales. En France, c'est la première cause de mortalité chez l'homme, la seconde chez la femme. Dans les pays industrialisés, c'est la première. Dans le monde, c'est 13%. Donc on est en train de se poser une question légitime dans notre territoire de vie et de santé. Mais il est logique que dans les échanges internationaux que l'on a de temps en temps, cette problématique puisse apparaître comme moins prépondérante par rapport à d'autres maladies. La deuxième, c'est est-ce que ceci va amener une détérioration de la qualité de vie? Sur 100 patients qui ont une détérioration de la qualité de vie, en fait, il n'y en a que 5% qui ont une détérioration liée au cancer. Une raison négative, c'est que malheureusement, quand la maladie est très grave, les gens décèdent, et donc on n'a pas le temps d'avoir un impact sur la qualité de vie. Et une positive, c'est que heureusement, on guérit aujourd'hui beaucoup de cancers, et les séquelles sont beaucoup moins graves que ce qu'elles étaient il y a quelques années. Donc le cancer est une maladie fréquente, il est plus fréquent dans les pays industrialisés, il est plus fréquent en général dans les pays où l'espérance de vie est plus grande, mais les types de cancers sont différents entre les régions, et l'espérance de vie et l'impact du cancer sur les conditions de vie semblent très différentes
en fonction du niveau de développement du pays. Est-ce que les choses sont à peu près claires sur cette première partie? Vous avez une question, oui? Il me semblait qu'il y avait une augmentation du cancer de l'utérus, notamment dans des pays comme les États-Unis et certains pays européens. D'accord. La dame pose la question de l'augmentation de l'incidence de certains cancers dans certains pays. La première chose, c'est que plus l'espérance de vie va augmenter, plus l'incidence des cancers augmente dans tous les pays. Ça, c'est le premier point. Plus l'espérance de vie augmente, plus certains cancers qui surviennent à l'âge jeune, vers 40 ans, 50 ans, qui sont notamment au Japon, les cancers de l'estomac, dans les années juste après la Deuxième Guerre, entre le début du siècle dernier et jusque dans les années 40-50, il y avait beaucoup de cancers de l'estomac au Japon. Il n'y en a plus pour une raison très simple. Vous savez laquelle? Il y a des réfrigérateurs. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'ils mangeaient beaucoup de poissons crus. Les méthodes de conservation étaient particulières, des méthodes salines. Ça libérait un certain nombre, on en parlera, d'oxydants. Et donc, le fait d'avoir non pas changé ses habitudes alimentaires, mais modifié la chaîne alimentaire en termes de qualité, a fait qu'on a vu réduire l'incidence du cancer de l'estomac dans ces pays-là. Alors que dans d'autres pays qui sont moins développés, comme en Afrique, ça reste un problème majeur. Et pour l'utérus, je reviens à vous, pour l'utérus, il y a deux explications potentielles qui reviennent au même. C'est probablement le principal facteur de risque de cancer de l'utérus, c'est 1, l'obésité et le diabète, en gros, et 2, l'imprégnation œstrogénique. Or, la taille moyenne et le poids moyen de l'Américain est loin de ressembler quand même à, on va dire, Miss Univers 2013. C'est quand même relativement conséquent. Donc, il y a beaucoup plus de surcharge pondérale, il y a beaucoup plus de diabète. L'espérance de vie augmente, mais elles vont plus longtemps avoir, ces femmes, une imprégnation différente, notamment, probablement, du fait de cette obésité. Et il y a plus d'hormones. L'une des explications, c'est que la fabrication des hormones œstrogéniques se fait, entre autres, par les adipocytes, donc les cellules grasses. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu toute une stratégie longtemps qui a consisté à donner des traitements hormonaux de la ménopause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les donner, hein. On peut en donner à des femmes, mais il faut faire ça correctement, surveiller, faire attention. Et à une époque, c'était donné l'argamène. Donc l'un plus l'autre, il y a une augmentation des cancers de l'utérus. C'est une des explications. Voilà. Vieillissement et cancer, donc on va passer à la partie